Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h de ce jeudi 19 octobre. Tout de suite, les titres. Le président de l'institution britannique de financement du développement a été reçu par le chef de l'État ivoirien. Les deux hommes ont parlé du financement des projets de développement de la Côte d'Ivoire. Les premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel étaient à Abidjan du 17 au 18 octobre pour la conférence sur la protection de l'enfant et l'autonomisation de la femme. Elles ont participé hier à un dîner offert en leur honneur. La peste porcine africaine a été déclarée à Ferkessédougou dans le nord du pays. Le ministère des Ressources animales et halieutiques donne des précisions sur les mesures prises par le gouvernement. Et puis, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, s'est rendu ce matin à la sous-direction du soutien technique et ensuite à la base aérienne d'Abidjan, histoire de s'imprégner des conditions de travail sur place. Merci de nous suivre sur RTI 1. Le financement des projets de développement de la Côte d'Ivoire au cœur d'une rencontre aujourd'hui au palais présidentiel. Le chef de l'État a échangé avec le président du CDC, l'institution britannique de financement du développement, Awa Touré. L'institution britannique de financement du développement, CDC, entend renforcer ses investissements en Afrique subsaharienne. En mission de prospection en Côte d'Ivoire, le président du groupe CDC est venu présenter au chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, son plan d'investissement dans la sous-région ouest-africaine. Nous avons une très bonne réunion avec le président. On parlait au premier mot le progrès de Côte d'Ivoire. Si pour moi, à visiter, à voir tous les progrès économiques, c'est très très impressionnant. Et aussi, nous avons parlé de l'histoire de CDC pendant la dernière 70 ans. Et nous avons une grande histoire en Côte d'Ivoire. Et fait les grands investissements dans Sèvres et Cavalier. Et on a continué à faire l'investissement en Azito. Nous sommes le plus grand investisseur dans Azito. Et à ce moment, nous avons 200 millions de dollars d'investir ici. Entièrement détenu par le gouvernement britannique, le groupe CDC soutient le développement du secteur privé en Afrique et en Asie du Sud en vue de créer des emplois et améliorer durablement les conditions de vie des populations locales. Les premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont séjourné à Abidjan pour la conférence internationale sur la protection de l'enfant et l'autonomisation de la femme. Les travaux de la conférence ont pris fin et un dîner a été offert en leur honneur hier mercredi par la première dame de Côte d'Ivoire. Le vice-président ivoirien a représenté à ce dîner le chef de l'État. Écoutons ses propos. Par-delà les questions liées aux violences, à la traite, à l'exploitation au travail des enfants dans notre zone, qui ont été au cœur de vos travaux, cette rencontre de haut niveau permet aussi de renforcer les liens de fraternité et de coopération entre nos pays et nos peuples. C'est pourquoi il me plaît, Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, de vous renouveler, au nom de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, nos distingués et respectueux hommages, ainsi que nos chaleureuses félicitations pour avoir pris cette belle initiative de réunir vos sœurs autour de cette importante problématique. Je salue, au nom de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, et au nom du gouvernement, votre engagement personnel et dynamique pour notamment l'éducation, le bien-être et la protection des enfants. C'est cette même dynamique qui vous a conduit à mobiliser autour de cette noble cause, mesdames les premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Quand on connaît le rôle central que jouent les femmes dans nos communautés et dans nos pays, il ne fait aucun doute que mesdames les premières dames peuvent, par leur réflexion, être une efficace force de proposition pour les chefs d'État et de gouvernement de nos pays. Excellences, mesdames les premières dames, votre engagement sans réserve dans un cadre de coopération renforcé apportera sûrement une impulsion dynamique et des avancées notables
dans cette problématique lancinante des violences, de la traite, de l'exploitation et du travail des enfants en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Les cas de peste porcine africaine ont été enregistrés dans le département de Ferkessédougou. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a donné cet après-midi des précisions, notamment sur les mesures prises par le gouvernement afin d'éradiquer la maladie dans les localités infectées. Chantal Akando. Au début du mois de septembre 2017, des mortalités de porcs ont été constatées dans des élevages du département de Ferkessédougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Selon un communiqué de presse du ministère des Ressources animales et halieutiques du 16 octobre 2017. Les résultats des examens réalisés par le Laboratoire national d'appui au développement agricole sur les porcs résiduels se sont révélés positifs, confirmant ainsi la présence du virus de la peste porcine africaine dans certaines localités de Ferkessédougou. Le ministre des Ressources animales et halieutiques rassure donc les consommateurs et les acteurs de la filière porcine que la consommation et la vente des porcs n'est pas interdite en Côte d'Ivoire, en dehors du département de Ferkessédougou infecté par la maladie. Le directeur de cabinet du ministère des Ressources animales et halieutiques a donné des précisions sur les mesures urgentes prises par le gouvernement. En vue d'éradiquer le virus, des mesures urgentes suivantes ont été prises. L'interdiction des mouvements, de la commercialisation et de la consommation publique des porcs et des produits dérivés dans la zone de Ferkessédougou. La bataille des animaux dans les élevages, dans les zones infectées. La destruction des carcasses et du matériel infecté. La désinfection des porcheries, du matériel d'élevage et des lieux contaminés. La réactivation des groupements de défense sanitaire d'éleveurs des porcs sur toute l'étendue du territoire national. L'institution d'une veille sanitaire sur l'étendue du territoire national, notamment dans les régions non touchées pour empêcher toute introduction malveillante dans celles-ci des matières virulentes à partir des zones infectées et la mise en fonctionnement immédiate des postes de contrôle sanitaire. Notons que la peste porcine africaine ne constitue pas une menace pour la santé de l'homme. Mais cette maladie affecte le capital animal des éleveurs, limite les possibilités d'intensification des élevages et opportunités d'accès au marché des animaux et des produits. Cette information venant du ministère des Ressources animales et halieutiques a donné lieu à certaines suppositions, étendant même la maladie à l'ensemble du territoire national, ce qui n'est absolument pas le cas. Godefroy Okambawa et Chantal Akando. Fausse alerte suite à l'information relayée par certains médias faisant cas d'une peste porcine élargie à l'ensemble du territoire national. Dans la commune de Bingerville, où l'on recense de nombreuses fermes d'élevage de porcs, aucun cas n'est signalé selon les éleveurs. Nous, à notre niveau ici, nous n'avons pas encore recensé un cas de maladie. Au niveau de la zone d'Abidjan, avec tous les collègues possibles que nous appelons régulièrement, nous n'avons pas encore recensé un cas de peste. Voici des animaux qui sont encore là. Quand il y a une peste dans une région, je crois, en 24 heures, ça décime tout le cheptel. Et qu'actuellement, vous voyez des animaux qui sont bien portants. Pour ce que nous avons pu constater, les consommateurs de porc n'ont pas rompu avec leurs habitudes. La viande porcine se consomme à volonté. Ici, à Abidjan, on n'a pas de problème, hein, parce que nous consommons. Voilà, même d'ici, j'irai jusqu'à Yopougon pour consommer encore. Il n'y a pas vraiment de soucis. C'est la viande que moi j'aime manger beaucoup par rapport aux autres. Donc il n'y a pas de problème. Pour le moment, je n'ai pas encore appris qu'il y a un problème de santé là-dedans, voilà, à Abidjan ici. En Côte d'Ivoire, la production du porc s'élève à plus de 6 000 tonnes par an. Le ministre d'État, ministre de la Défense, poursuit sa visite de prise de contact avec les unités militaires. Ahmed Bakayoko s'est rendu ce matin à la sous-direction du soutien technique et ensuite à la base aérienne d'Abidjan, à Boussanogo.
C'est à la sous-direction du soutien technique située en zone 4 que le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a débuté sa tournée de travail et de prise de contact avec ses hommes. Objectif, toucher du doigt leur capacité opérationnelle. Ahmed Bakayoko a donc passé en revue les installations de cette sous-direction qui est chargée d'approvisionner les unités en termes de pièces de rechange, d'assurer la formation technique de tous les militaires de l'armée de terre, de la marine nationale, de la gendarmerie nationale et des forces spéciales dans les domaines de l'instruction sur le tir et de l'électromécanique froid. Après la sous-direction du soutien technique, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a mis le cap sur la base aérienne d'Abidjan à Port-Boué. La compagnie, le centre médical, le réfectoire, le groupement de fusiliers commando, sans oublier le centre opérationnel air, ont été visités par le ministre d'État Ahmed Bakayoko qui a pu s'imprégner des conditions de vie et de travail des soldats. Une présence saluée par la hiérarchie de l'armée de l'air. Nous sommes convaincus que votre arrivée à ce poste contribuera au rayonnement des armées et à la restauration de l'image de marque du soldat ivoirien. C'est donc avec optimisme que tous les militaires de l'armée de l'air se mettent à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de la noble mission que le président de la République vous a confiée. Ahmed Bakayoko a en retour encouragé l'ensemble des soldats et les a exhortés à la cohésion et à la discipline. La stratégie de défense de la Côte d'Ivoire repose également sur une armée de l'air qui doit être puissante. Donc nous devons travailler à la montée en puissance de l'armée de l'air. L'armée doit être un soutien pour le pays, doit être un plus pour le pays. Je demande aux officiers d'être des parrains, d'être des encadreurs, que chacun essaie de partager son savoir avec les jeunes, que chacun aide les jeunes, chacun comprenne les jeunes. Et si on abandonne les jeunes, il va y avoir un décalage. Et à un moment donné, cette chaîne de commandement qui est essentielle à la vie de l'armée se rompt. Et c'est ça qu'il faut éviter. Un message bien reçu par l'ensemble des soldats de l'armée de l'air qui ont communié avec leur tutelle après le repart de corps. Lancement officiel du démarrage de l'enrôlement pour la délivrance de la carte de résident biométrique pour les ressortissants hors CEDEAO. L'entrée en vigueur de cette carte met fin à la délivrance du titre provisoire de séjour. Herman Guivet. Une coupe qui marque le lancement officiel du démarrage de l'enrôlement pour la délivrance de la carte de résident pour les ressortissants hors CEDEAO. Une carte de résident pour une meilleure gestion des phénomènes migratoires, mieux pour garantir la traçabilité des individus séjournant sur le territoire national. Une décision dont l'entrée en vigueur a été adoptée au cours du Conseil des ministres du 13 avril 2017. En instituant la carte de résident biométrique pour les hors CEDEAO, le gouvernement voudrait faciliter les formalités administratives, mais également le séjour de nos frères ici en Côte d'Ivoire. Ils doivent faire des abonnements d'eau, d'électricité, ils doivent signer des contrats, ils doivent faire des prêts bancaires ou des opérations bancaires, ils doivent circuler, ils doivent mener la vie que tout citoyen mène. Et ils ont besoin d'avoir des supports d'identification ou des documents autorisant leur séjour dans le pays. Quelle est la démarche à suivre par les ressortissants hors CEDEAO pour se faire enrôler? Quelles sont les informations importantes à savoir? Les personnes vont directement sur le site internet de l'Office national d'identification, www.onu.ci. Si vous allez directement sur cette interface, ils vont vous demander un certain nombre d'informations. Vous allez donner ces informations et prendre le rendez-vous pour venir vous faire enrôler au centre d'enrôlement qui est le centre de la carte de résident à Cocody. En fonction du flux, nous allons ouvrir d'autres centres sur l'ensemble du territoire national, sans oublier que nous avons la possibilité aujourd'hui d'organiser des équipes mobiles à l'intérieur du pays. Durée de validité de la carte, 5 ans. Un centre d'enrôlement flambant neuf. Le site internet de l'Office national d'identification a été mis à jour et redynamisé en vue de permettre aux communautés concernées par l'opération de se faire recenser dans d'excellentes conditions. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, la question liée à l'université virtuelle et les enjeux de l'enseignement à distance, les responsables des institutions d'enseignement supérieur public en ont parlé. Ils se sont réunis à l'université Pelefero-Gon Coulibaly de Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Charles Tatou. Université virtuelle, une alternative de formation crédible et de qualité
à travers les TIC. Pour la réussite de la mise en place de tout son système de fonctionnement, recteurs, présidents et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur public membres de RESAO ont investi pendant 3 jours l'université Péléforongo Koulibaly. C'est à l'occasion des activités annuelles du réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Thème de cette rencontre, l'enseignement à distance, enjeux et perspectives. Pour rendre crédible les diplômes que vous délivrez, il faut nécessairement savoir qui est derrière l'ordinateur et compose. Nous voulons donc comprendre pour l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a été adopté, pour l'Université virtuelle du Sénégal, qu'est-ce qui a été adopté, et pouvoir discuter et dire, bon, dans notre espace, voilà là où on veut aller, et travailler à ce que ces 2 structures-là puissent aller dans ce sens, afin que nous qui venons après, nous puissions adopter ce même modèle pédagogique. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bakayoko Ly Ramata, a présidé l'ouverture des travaux. Le défi majeur est donc désormais celui de l'intégration généralisée du numérique dans les pratiques académiques, pédagogiques et de recherche, afin de s'en servir pour améliorer la qualité de l'offre de formation et maîtriser la gestion des flux de plus en plus importants d'étudiants aspirant à la poursuite des études supérieures dans tous les pays de l'espace RESAO. Parrain de ce colloque international, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il s'est fait représenter par son conseiller spécial. Monsieur le Premier ministre, avec l'accord du président de la République, a permis le financement de l'extension du Wi-Fi dans les 5 universités publiques hors Mans et à l'INPHP. Et en plus de l'extension du Wi-Fi, il y aura l'abonnement Internet pour 3 ans pour les universités. Les conclusions de ces travaux d'échange permettront de booster l'enseignement à distance. L'unité de gestion et de conservation des semences forestières d'Adzopé a reçu la visite du ministre des Eaux et Forêts. 3 activités sont menées sur place, dont la commercialisation des graines et des plants. Grâce Kando. Le ministre des Eaux et Forêts, dans les locaux de l'unité de gestion et de conservation des semences forestières d'Adzopé. Alain Richard Donvailly est allé s'imprégner des activités de ce centre qui appuie entre autres les programmes de reconstitution du couvert forestier et la production de semences de bonne qualité. Le ministre des Eaux et Forêts touche ainsi du doigt les réalités de l'unité d'Adzopé. C'est important de venir sur le terrain voir dans quelles conditions travaillent nos hommes et surtout quels sont leurs besoins aussi, parce que nous savons qu'ils en ont beaucoup. Et il était important aussi de passer au niveau de la Sodefort sur ce centre de germination et de conservation, parce que c'est la base même du reboisement. Vous avez plusieurs techniques pour pouvoir reconstituer une forêt. Entre autres, vous avez la protection. Parce que les forêts sont dégradées aujourd'hui, sont dévastées, parce qu'à un moment donné, l'homme s'est retrouvé dans la forêt. Si demain, les conditions d'une plus grande quiétude se retrouvent au niveau des forêts, elle peut aussi reconstituer ceux. Donc un pan aussi important sera de pouvoir mobiliser suffisamment de ressources. Petit cola, iroko rouge, fromager, macoré sont entre autres les échantillons testés au laboratoire d'analyse. La création de l'unité de gestion et de conservation des semences forestières d'Adzopé s'inscrit dans le cadre de la reconstitution du couvert forestier. De 16 millions d'hectares en 1960, le couvert forestier ivoirien est passé aujourd'hui à moins de 3 millions d'hectares. Le groupe intergouvernemental d'action contre le financement du terrorisme planche sur les nouvelles techniques d'évaluation du système financier. Le ministre de l'Économie et des Finances a procédé à l'ouverture de la rencontre qui réunit en ce moment les États membres de la CEDEAO. Jean-Jacques Kwame. Après la fin, en 2012, du premier cycle d'évaluation mutuelle des dispositifs de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme des États membres de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, conformément aux recommandations de la communauté internationale, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de l'Afrique de l'Ouest GIABA a invité en Côte d'Ivoire les évaluateurs nationaux à un atelier régional. L'atelier avait pour but de fournir essentiellement aux acteurs engagés dans l'évaluation des pays, d'avoir tous les instruments et de se les approprier dans le cadre de la coopération internationale
afin que l'évaluation de nos pays que nous avons engagés soit un véritable succès. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme impactent négativement les économies. Tous ces méfaits, souligne le représentant du Premier ministre, invitent les États à coopérer. En Côte d'Ivoire, des dispositions ont été prises pour disposer d'une réglementation conforme aux standards. L'opérationnalisation par décret du Comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, l'adoption de la loi numéro 2016-992 du 14 novembre 2016 et enfin la dotation en pleine propriété des locaux abritant la CENTIF. Par ces actions, le gouvernement a démontré la volonté de l'État de Côte d'Ivoire à assurer son développement économique et financier avec de l'argent propre et à œuvrer à l'émergence de notre pays en se conformant aux 40 recommandations du GAFI. Créé en 2000, le GIABA a pour mission de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest. La Banque mondiale, une initiative inédite, ouvre ses fonds à l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Il s'agit de soutenir les projets d'habitat modeste dans les 8 pays de l'Union. La signature de l'accord a eu lieu à Washington en marge des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Adama Kone. Les formats sont variés aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington. En dehors des grandes salles de réflexion sur les concepts économiques, il y a aussi des espaces de concrétisation des décisions annoncées. L'Union économique et monétaire ouest-africaine et la Banque mondiale signent ici le sort d'une frange importante de la population ouest-africaine pour l'accès à la propriété immobilière. Il s'agit de donner un coup de pouce aux populations à revenus modestes dans l'achat de maisons. Le mécanisme est simple. Ce projet, concrètement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre des ressources IDA dans la CRRH UEMOA, la Caisse de refinancement hypothécaire, pour que la CRRH puisse donner des prêts à long terme aux sociétés de microfinance et aux banques, pour que celles-ci étendent la maturité des prêts qu'elles font aux emprunteurs finaux. Donc ça veut dire que vous, si vous voulez emprunter pour une maison, au lieu de le faire à 7 ans, vous allez pouvoir le faire à 15 ans. Et donc, ça va permettre à beaucoup plus de gens d'avoir accès à un prêt au logement. À travers la Convention de Washington, le guichet IDA de la Banque mondiale s'engage à débloquer une ligne de crédit de 76 milliards de francs CFA pour les logements sociaux. Nous allons redonner l'argent aux banques à un taux de 4,5 sur 15 ans, sachant que les banques ne peuvent pas faire de prêts à plus que 6,5%, et pour des maisons qui, terrain compris, ne dépassent pas les 15 millions de francs CFA. Quelle sera la clé de répartition du prêt de la Banque mondiale qui permettra de donner de l'espoir à 50 000 familles à faible revenu par an sur 5 ans? Nous n'avons pas de clé de répartition entre les 8 pays. Nous allons où il y a effectivement la demande de logements sociaux, là où les politiques d'offres seront les plus actives, là où les politiques nationales seront les plus incitatives pour faciliter le développement des logements sociaux. Naturellement, nous ferons en sorte que tout l'argent n'aille pas à un ou deux pays. On peut dire qu'il y a des marchés qui sont plus matures que d'autres. On peut considérer que le marché ivoirien est un marché relativement mature, que le marché sénégalais est un marché relativement mature. C'est une nouvelle ère de coopération que la Banque mondiale expérimente ainsi. C'est le premier accord régional conclu. Le déficit en logement est évalué à 3 500 000 unités dans l'UEMOA. Rien qu'à Abidjan, le besoin est estimé à 40 000 logements par an. Ici en Côte d'Ivoire, la petite saison des pluies a occasionné des dégâts matériels, notamment à Cocody, Abata. À la Cité du Bonheur, ce n'est plus vraiment le bonheur. Des maisons se sont écroulées dans un ravin de plus de 35 mètres et d'autres menacent encore de s'effondrer. David Soyo et Franck Quadio. Désolation et déception. Des riverains assis à l'espace vert de la Cité du Bonheur assistent impuissants à l'effondrement d'une partie de leur maison. Léon, propriétaire et résident,
essaie de sauver ce qu'il peut. Au départ, le ravin n'était pas aussi dangereux que ça, et puis on pouvait traiter en ce moment. Bon là, ça nous a tous surpris en fait. Chez ses voisins, le même constat. La cuisine, les murs, le jardin et la clôture sont fissurés, affaissés et d'autres parties écroulées dans le ravin de plus de 35 mètres. Une partie de la cuisine est partie et le bâtiment principal même est menacé. On est obligé de déménager. On n'a pas d'autre endroit, nous n'avons pas d'autre lieu où partir. Quitter, ça veut dire que nous devons chercher encore d'autres moyens, ce que nous n'avons pas. Dans cette cité, appelée la Cité du Bonheur, 4 maisons ont été à moitié touchées et 2 autres sont directement menacées. Pour soutenir les sinistrés, une chaîne de solidarité est formée. La première famille, c'est le voisinage. Et la sagesse africaine nous enseigne que quand la maison de ton voisin prend feu, il faut l'aider à l'éteindre. Selon le président des résidents, des travaux débuteront les jours à venir pour circonscrire l'avancée de ce vallon étroit. Les experts ont déjà fait un audit de premier niveau pour évaluer un peu les besoins et le coût. Okay. Et on nous a dit que des choses seraient faites. En attendant le démarrage des travaux, le ravin gagne du terrain. Le projet filets sociaux productifs mis en place par le gouvernement ivoirien vient en aide aux populations les plus pauvres des zones rurales. La phase pilote a été lancée en mars dernier pour plus de 5000 ménages. Il est aujourd'hui question de la sélection de 30 000 bénéficiaires pour la phase nationale. F. Boué. Financé par la Banque mondiale, le projet Filets socioproductifs est une initiative du gouvernement ivoirien qui vise à améliorer les revenus des populations pauvres. Depuis mars 2017, la phase pilote du projet est lancée avec 5 000 ménages bénéficiaires dans les régions du Tonkpi, du Kabadougou et du Béké. Ces ménages reçoivent des allocations trimestrielles de 36 000 francs CFA via transfert électronique. Des témoignages de certains bénéficiaires sont édifiants. Ça m'a permis d'économiser et d'entendre la rentrée. Et c'est ça que j'ai pris pour faire le premier pas de l'inscription. L'inscription en ligne, l'inscription physique. Donc je peux dire que c'est un projet vraiment qui est vital. C'est un projet vraiment qui est venu à temps. Quand il prend l'argent, il garde 15 000 francs pour un sac de riz. Bon, le reste, il prend ça pour nous soigner, il prend un peu pour travailler au champ. Des améliorations certaines dans la vie de ces bénéficiaires et grâce à ces fonds, certains vont plus loin. Comme ici à Koyato-Gbepleu, un village de la sous-préfecture de Danané, où les 40 bénéficiaires de la phase pilote se sont mis ensemble. Nous sommes rassemblés pour créer des cultures d'ensemble pour pouvoir aider le village. Et actuellement, nous sommes en train d'aider le village par rapport à l'école, la construction d'une école. Ils se sont mis ensemble pour créer ces différents champs. Et l'initiative est en train d'être copiée dans d'autres localités aussi, telles que Petit-Zialé. Après la phase pilote du projet, la phase de mise à l'échelle nationale pour la sélection des 30 000 ménages restants est en cours. De ce fait, des ateliers régionaux pour le choix des villages avec toutes les parties prenantes du projet sont organisés. Il était bon de réunir à nouveau les acteurs clés que sont les chefs traditionnels, le corps préfectoral, à l'effet de réexpliquer les différents protocoles qui garantissent la transparence du ciblage des localités. Une fois le ciblage par tirage au sort des villages effectué, suivra la phase d'identification des ménages éligibles avant le début du paiement effectif des allocations. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix commémore le 112e anniversaire de la naissance du premier président ivoirien. Il a été question d'explorer des pistes de réflexion pour une plus grande démocratie en Afrique. Dans l'actualité internationale, au Togo, l'opposition a maintenu son appel à une nouvelle mobilisation ce jeudi contre le régime, malgré l'interdiction du gouvernement de manifester les jours de semaine. Et c'est un rassemblement qui a été une nouvelle fois empêché. Dans le domaine du sport, ici en Côte d'Ivoire, la crise entre le comité olympique et la Fédération ivoirienne de taekwondo a connu un dénouement heureux. Après médiation, les deux parties ont fait une déclaration commune qui met fin à la crise. Par ma position en tant que membre
du Comité olympique international, membre honoraire, président du Comité olympique africain et président de du Comité olympique de Côte d'Ivoire, il y a une certaine procédure à respecter. Donc mon jeune frère est venu prendre des excuses parce qu'il y a certaines erreurs qui ont été commises. Ces excuses, je les ai acceptées, comme je l'ai dit. Mais je dis aussi qu'il y a une procédure à respecter. Parce que nous avons en charge, en tant que responsable du Comité olympique, de suivre toutes les fédérations nationales. Donc les élections doivent se faire selon certaines directives et certaines listes. Ça n'a pas toujours été suivi. Donc je dis, j'accepte entièrement ces excuses, parce que nous devons avancer, nous sommes pris par le temps. Mais nous devons remoduler la fédération qui a été mise en place, pour que demain, il n'y ait pas d'autres dérives. Parce que si j'accepte ces dérives aujourd'hui, demain, c'est d'autres fédérations qui vont suivre la trace. Et cela n'est pas bon pour le sport en Côte d'Ivoire. Donc, nous repartons d'un bon pied avec lui. Nous allons donc moduler pour que nous puissions assumer rapidement les compétitions qui viennent le mois prochain et aussi nous organiser pour le futur. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain pour un nouveau 20h sur RTI 1.